qu'on parle, j'entends que tu râles, j'entends tes doutes. C'est la fin du monde, on finira sous les bombes, ça te dégoûte. Écoute. Je m'appelle Olivier et je fais partie de ceux que certains appellent les bifurqueurs. Après un diplôme d'ingénieur agronome, je me suis tourné vers un mode de vie alternatif, à la recherche du respect de mon environnement, social et naturel. Dans ces chroniques, j'aimerais vous partager mon parcours, qui m'a amené à ce mode de vie atypique, ainsi que les connaissances que j'ai acquises au fil de mes découvertes. Et avant tout, je veux surtout essayer de vous transmettre la joie que je ressens au quotidien, en essayant de faire des choix qui, certes, me contraignent, mais me permettent d'être en accord avec mes valeurs, et donc chaque jour, un peu plus en paix avec moi-même. Aujourd'hui, je reçois Claire pour ce 5e épisode. Claire fait partie de celles que je considère comme des femmes ordinaires au parcours extraordinaire. Dans ce 5e et probablement dernier épisode, nous allons parler un petit peu de son parcours, du collectif Mouvementé et plus largement d'engagement citoyen. Alors Claire, bonjour. Bonjour Olivier. Ça me fait très plaisir de te recevoir ici à Radio Système. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, mais en expliquant un petit peu les étapes charnières de ta vie. Tu peux remonter aussi loin que tu veux, mais l'idée c'est d'essayer de se faire un peu une idée sur qui tu es, en voyant un peu les grands passages, les grandes choses qui t'ont marqué et qui ont fait la Claire que tu es aujourd'hui. Ok, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, très heureuse d'être là aussi. La question n'est pas forcément facile, mais je vais m'efforcer. Tu peux remonter en chronologique inverse si tu veux, ça peut rendre la chose plus facile, tu vois. Mais en tout cas, mon parcours, c'est un peu l'histoire de la nana qui a essayé de rentrer dans les cases et qui l'a fait pendant un certain temps. Et puis qui s'est rendu compte qu'elle n'y arrivait plus, en fait. Voilà. Si je devais déjà un peu donner une idée générale, tu vois, du parcours. Qu'est-ce que tu appelles vas-y. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles ne plus y arriver ? Je ressentais un inconfort, un malaise à être dans la vie que j'avais. Et c'est ça qui m'a amené à me poser des questions. D'abord des questions plus intimes sur mon rapport à moi-même. Et puis progressivement mon rapport au monde et au système dans lequel on vit, en fait. Mais ça a d'abord commencé par des questions sur le fait de vivre avec moi-même, en fait, tout simplement. Et toutes ces pensées que j'avais dans ma tête, etc. Ça a été ça, au départ. C'est-à-dire que l'inconfort que tu ressentais venait de ces questions ou amenait ces questions ou les deux ? Les deux, en fait, t'as raison. Mais alors, du coup, voilà, je vais repartir, si tu veux, sur le parcours, justement. Je vais te parler de ça, de ces questions que je me pose, moi, un peu depuis toujours. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu ce côté un peu spirituel, quand même. Parce qu'en plus, j'ai été élevée dans la religion catholique, avec un père qui n'était pas pratiquant, mais une mère qui était assez pratiquante, quand même. Et à 20 ans, j'ai tout envoyé promener parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de trop dogmatique là-dedans qui ne me convenait pas du tout. Mais c'est quand même, du coup, une grosse part de ma vie que j'ai envoyé promener parce que c'était tout mon réseau d'amis, quand même, était là-dedans. J'avais fait les scouts, j'avais été au collège, au lycée, dans le privé. Donc, toute ma vie sociale, elle tournait quand même beaucoup autour de ça. Mais ce qui m'a amené un peu justement à rejeter ce dogme-là, c'était que moi, c'était vraiment insupportable pour moi, justement, d'aller à la messe, de me contraindre à des trucs vraiment, des obligations. T'arrivais à un point où tu faisais l'effort, mais tu saturais. Ouais, tu t'es jamais vraiment senti à ta place dans ce milieu-là. Ouais. C'est ça. J'ai toujours senti que j'étais pas complètement à ma place et c'était vraiment vécu pour moi, ces trucs-là, je le vivais comme un truc, une contrainte vraiment, vraiment difficile. Et en même temps, j'avais un appel au travers de la religion, je sentais un appel plus profond à un autre truc. Et ça, c'est revenu plus tard me chercher. Donc, il y avait déjà ce truc-là quand même. Mais donc, à 20 ans, je commence des études scientifiques en plus, parce que j'étais passionnée. Au lycée, j'ai commencé à me passionner pour le vivant. J'adorais tout ce qui tournait autour de la compréhension, la physico-chimie du vivant, comprendre... et puis après, tout ce qui est la génomique, l'ADN, tout ça, ça me passionnait. Je sais pas pourquoi. Mais j'étais abonnée à Science et Vie à cette époque-là. Et voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'étais fan de biologie, de chimie. Et donc, je suis partie faire des études d'ingénieur agro. Enfin, une prépa, comme toi, hein, je pense. Ouais. Et prépa que moi, j'ai plutôt bien vécu parce que je trouvais ça passionnant, ce qu'on apprenait en prépa. Ouais.
Et puis, donc c'est l'époque où, après, donc je suis arrivée en école d'ingénieur agro à Toulouse, à l'ENSAT. Pourquoi pourquoi ouais. ingénieur agro? Parce qu'au final, moi, de souvenir de mon parcours, j'étais plus parti à la base justement pour l'ENS. Parce que là, j'étais dans l'idée de, tiens, je vais faire de la recherche scientifique. Donc la voie royale, c'est l'ENS, donc prépa bio, puis voilà, thèse au sein de l'ENS, École normale supérieure. Et en fait, en arrivant dans le parcours, en prépa, je me suis rendu compte qu'en fait, la recherche, c'était pas mon truc. Et du coup, dans ce qui me restait, géol, ça m'intéressait pas, veto, ça m'intéressait pas, il restait l'école d'agro. Donc tu vois, moi, j'y suis un peu rentré par dépit. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que le vivant, tu vois, il y a plein de, au final, il y a plein de parcours où on peut rentrer dans cette voie du vivant et aller tripoter un peu la matière. Et toi, qu'est-ce qui fait que t'as choisi ingénieur agronome? Tu vois, moi, dans le vivant, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la théorie, justement. Et j'ai très vite senti que la recherche, la paillasse, comme on dit, le labo, ça me plaisait pas non plus, tu vois. Mais j'aimais pas trop non plus les travaux pratiques, tu vois, en prépa, les dissections, tous les trucs un peu concrets, justement. Moi, j'aimais pas trop ça. Et moi, je suis arrivée, mais tu vois, au final, comme toi, mais pour des raisons différentes, un peu aussi par hasard en école d'ingénieur agro, un peu par défaut. Je me serais plus vue, à la limite... peut-être faire de l'enseignement. Donc l'ENS, ça avait été une option, mais j'ai pas eu les euros, tout simplement. Oui, ouais. Et puis je me suis dit, je suis pas assez tarée pour faire ça. J'ai rencontré des gens qui étaient à l'ENS quand j'avais passé les euros. Je m'étais dit, waouh, non mais ils sont vraiment stratosphériques les gens à l'ENS. Je crois que ça va pas être pour moi. Qu'est-ce que pour les gens qui peut-être connaissent pas ce milieu-là, qu'est-ce que tu appelles stratosphérique? Tu vois, c'était quoi un peu les ressentis? Comment tu les décrirais? Je vais juste, avant de te donner la parole, ça me rappelle moi justement un exemple. Quand j'étais à Paris justement pendant mes études, j'avais croisé dans la rue un mec qui était à Ulm, donc à l'école normale sup de Paris. Et le gars marchait pieds nus dans Paris, quoi. Et moi, je m'étais dit, ah oui, ça, faut vraiment être un ulmite pour le faire. Bon, aujourd'hui, je le fais, mais à l'époque, je m'étais dit, c'est vraiment des gens particuliers, quoi. Ah, c'est excellent. Toi, je sais pas, c'était quoi les exemples les choses que t'as vues qui t'ont donné cette impression-là? Je me rappelle juste qu'entre 2 oraux où j'étais à l'ENS de Lyon, j'avais traîné dans la salle de pause, tu vois, et j'ai parlé à des étudiants et c'était des gros geekos, quoi. Ouais. C'était des mecs, tu vois... je m'étais vraiment... je pense des gens assez neuroatypiques, d'une certaine manière aussi. Et je me sentais pas trop comme ça non plus, tu vois. Même si... voilà. En tout cas... peut-être que je me suis dit ça aussi parce que j'ai pas eu les euros, tu vois, je sais pas. Mais donc, je me suis retrouvée en école d'ingénieur agro, un peu contre mon gré. J'avais pas trop envie d'y aller, en fait. Moi, vraiment, je me suis dit assez rapidement, au bout de quelques mois, mais qu'est-ce que je fous là? Et t'es quand même allée au bout. Ouais, mais j'ai fait en sorte, à chaque fois, de me choisir des stages, des trucs qui... je m'étais mis en tête que je voulais travailler Je voulais chercher des principes actifs dans la nature, en fait, dans les plantes et par exemple, les organismes marins. Donc, je m'étais mis ça en tête. Sauf que, en faisant des stages en recherche dans ce domaine, j'ai réalisé qu'en fait, c'était de la chimie analytique, beaucoup. Et en fait, ça m'a pas plu spécialement. Au bout de 2 ou 3 stages, j'ai fini par me dire, bon, en fait, je vais peut-être pas faire une thèse dans ce domaine. Et puis, j'ai fait un Master 2 à Paris, du coup, après l'école d'ingénieur agro, en chimie analytique, pharmacognosie, tout ça s'appelait... Et j'ai rencontré, ça m'a servi à rien ce master, mais je sais même pas où est passé le diplôme. Mais j'ai rencontré celui qui allait devenir le père de mes enfants. Ok. Et qui lui, partait faire sa thèse en Guyane. Et donc il m'a dit, au bout de 3 semaines qu'on était ensemble, est-ce que tu veux partir en Guyane avec moi? J'ai dit, allez, ouais. Et donc me voilà partie en Guyane, où je suis restée 2 ans et j'ai été prof de bio là-bas. Ok. Au collège. Donc j'avais 24 ans, prof de bio au collège. J'arrive, le cours, on était censé parler des volcans. Je pensais que c'était un cours sur les volcans que je devais préparer. En fait, ils en étaient à la reproduction. Donc, j'ai fait un freestyle sur la reproduction humaine. Voilà. Ouais. Et alors, comment tu l'as vécu? Et ça a été dur. Et il y avait des fois où il y a quelques cours après lesquels j'ai pleuré parce qu'ils étaient durs, les gamins, quand même, au collège. Et à côté de ça, je me suis jamais autant marrée, je crois, qu'au boulot. Parce que les ados, c'est vraiment un public que j'aime beaucoup. Il y a une fraîcheur, il y a une vivacité, il y a une... Je sais pas, j'adore. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de super chouette quand même à bosser avec des ados.
Mais à l'époque... C'était des Guyanais ou il y avait des métropolitains? Il y avait de tout, aussi de tout. Il y avait des Brésiliens, des créoles, des métros, globalement. Et puis après, une minorité aussi d'Haïtiens, de Brésiliens, voilà. Donc... mais j'étais juste pas hyper sûre de moi et un peu jeune, je crois, en fait. Et puis pas formée à la pédagogie. Bon, moi, j'ai débarqué comme ça. Ouais, c'était ta première expérience finale dans l'enseignement. Ouais, première et dernière finalement. Voilà, mais après, après ça, j'ai travaillé, je suis revenue à Paris, j'ai travaillé dans le domaine des produits bio. Ça a été un peu mon entrée dans un peu ces sujets-là aussi. C'était chouette, et puis après on est parti, on a quitté Paris pour venir sur Montpellier, et là j'ai enchaîné des CDD dans tout ce qui concernait un petit peu l'accompagnement des acteurs de la recherche publique-privée, etc. Donc pôle de compétitivité, ce genre de trucs. Donc je me suis éloignée de plus en plus de la science, en fait. Ouais. Voilà. Mais c'était pas pour me déplaire, au final. C'est-à-dire, ça te dérangeait pas de prendre un peu de distance avec ce milieu-là, ou c'est ce que tu trouvais te plaisait finalement quand même? Ben ouais, j'ai travaillé beaucoup sur les microalgues à un moment pendant 2-3 ans, donc c'était un sujet qui était passionnant. Mais moi, je sentais que c'était pas la technique sur laquelle j'avais vraiment une valeur ajoutée, c'était peut-être plus les rapports humains, en fait, et c'est ça qui m'intéressait le plus. Et en fait, c'est drôle parce que tout naturellement, j'ai évolué vers plutôt des métiers qui étaient dans les rapports humains finalement, tout en restant dans le milieu un peu scientifique. Mais c'est drôle quand même de regarder ça a posteriori. Et ça, concrètement, je dirais, tu le voyais comment? Soit à ce moment-là, soit rétrospectivement, genre, qu'est-ce que tu appelles cette plus-value dans les rapports humains c'était le truc j'arrivais bien à mettre les gens en relation en fait et à comprendre, à aller voir les chefs d'entreprise et à comprendre leurs problématiques et à leur dire tiens, j'ai telle personne qui peut t'aider dans ton truc. Et en fait moi je pensais vraiment que à l'époque je me disais mais je sers vraiment à rien. Et puis parfois j'avais des retours et les gens me disaient mais si, mais en fait t'as pas idée, le fait de t'avoir parlé là pendant 2 heures de mes problèmes, ça m'a fait vraiment du bien. Et je devenais un peu la confidente de ces chefs d'entreprise qui en fait étaient un peu perdus des fois et seuls, se sentaient très seuls des fois. En fait t'avais un métier, t'avais une étiquette à ton métier qui correspondait pas forcément peut-être à ce que tu faisais, mais au final t'avais quand même ta place là où t'étais et tu jouais un rôle qui était au final hyper important et essentiel quoi. Sans doute, ouais. Mais bon, j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur qui m'a suivi pendant toute ma carrière, en fait, de me dire toujours... Mais j'avais toujours l'impression d'être dans un poste où on me croyait experte d'un sujet alors que je ne l'étais pas. Enfin, toujours ce truc de me dire, mais mince, je vais être démasquée. Et puis ce truc aussi de peut-être pas voir l'aboutissement concret de ce que je faisais, qui était un peu difficile pour moi parfois aussi. Mais tout ça, enfin, en tout cas, cette époque-là, il y a eu un vrai tournant en 2017-2018 où j'ai décidé, là, de vraiment rentrer dans les cases. Je dirais quand même, ça a été un moment de ma vie où donc ça a été l'époque où j'ai eu mes enfants qui sont nés en 2015 et en 2019. Donc ça, déjà, ça t'ancre bien dans une vie quand même plus stable. Et puis, je suis rentrée chez Royal Canin en 2017. J'ai fait ce choix-là, c'était un peu un choix un peu par hasard. Franchement, j'en avais un peu marre de galérer avec des CDD. Je venais d'avoir un licenciement économique. Et encore une fois, c'est l'humain, moi, qui m'a fait me décider. J'y allais un peu à reculons en me disant, non, mais quand même, je vais pas bosser dans les croquettes. Mais l'intitulé du job, c'était de faire des contenus scientifiques, ça me plaisait bien. Et puis, c'est l'humain. Franchement, lors de l'entretien, j'ai bien aimé les gens. Et ils m'ont bien aimé aussi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à aller bosser chez Royal Canin. Et 1 an plus tard, on a acheté une maison dans le Gard, à Junas. Donc, j'étais dans une période de ma vie où j'ai vraiment, vraiment cherché à cocher les cases, je crois. C'était vraiment dans cette phase où tu te dis, voilà, j'ai un conjoint, je suis pacsée, j'ai un CDI, j'ai 2 enfants... j'ai un prêt avec une maison, tu te dis j'ai tout bien fait comme je croyais qu'il fallait que je fasse. Ouais, j'allais dire, c'était ma question, c'était est-ce que t'as coché les cases dans le sens où, enfin, est-ce que t'avais le besoin de cocher ces cases ou c'était des besoins un peu différents qui t'amenaient à cocher ces cases? Type, tu disais par exemple j'ai mes enfants donc ça m'a vraiment ancré. Donc est-ce que tu vois c'est des contraintes entre guillemets de la vie qui ont fait que t'es rentré naturellement dans ces cases ou vraiment t'as senti que c'était comme un objectif que tu t'étais fixé et que t'avais finalement réussi à atteindre?
Non, c'est la deuxième option plutôt. Moi, je sentais une pression quand même à cocher des cases. Peut-être pas conscientisée, mais j'avais l'impression que chaque fois de me dire c'est bien, là, je fais ce qu'on attend de moi, quoi. Et puis, je me mettais beaucoup la pression, tu vois, même aussi sur mes performances au travail, sur mon physique, sur plein de choses. Ma maison devait toujours être impeccablement rangée. Quand j'invitais des gens chez moi, je me mettais un stress pas possible. Fallait que ça soit un dîner presque parfait. Enfin, il y avait vraiment ce truc de vouloir être parfaite, quand même, qui s'est exacerbé à cette époque-là. Et qui m'a amenée, à un moment donné, à me sentir vraiment mal, en fait. J'étais malheureuse et je savais pas pourquoi, en fait. J'avais un malaise. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au dev perso. J'ai fait un premier programme qui était destiné aux mamans un peu débordées, un peu qui ont du mal à... Et puis c'est comme ça que j'ai mis le pied là-dedans et puis que j'ai découvert des choses qui ont changé véritablement ma vie. Et notamment ce truc de prendre du recul, de comprendre qu'en fait on a des pensées, on a des émotions, et que les deux sont liés d'ailleurs. Mais qu'on n'est pas obligé de subir tout ça, en fait. Et ça pour moi, ça a été une vraie découverte. Je sais qu'il y a des personnes qui découvrent ça beaucoup, beaucoup plus tôt dans leur vie, mais voilà, moi, ça a été comme ça. Et tu vois, la spiritualité, elle est revenue à ce moment-là par le biais du dev perso, mais elle avait refait surface pendant mon parcours. Donc, je l'avais envoyée promener vers 20 ans, en étant pourtant allée très, très loin dans la religion, quand même, j'avais même étudié la Bible et tout pour comprendre. Je voulais vraiment essayer de... Et puis plus tard, la spiritualité, elle était revenue pendant mes études avec les substances psychédéliques. J'ai pris pas mal de champignons hallucinogènes à une période. Mais en toute légalité, puisque j'habitais aux Pays-Bas. J'étais un peu allée là-bas exprès pour ça. Et à l'époque, j'avais pas compris qu'il s'agissait de spiritualité, mais j'ai eu des expériences ça m'a fait comprendre que ce Dieu que je croyais extérieur à moi, et que j'avais rejeté, eh bien, en fait, il était à l'intérieur de moi. Il avait toujours été à l'intérieur de moi. Et ça, c'est ces expériences-là qui m'ont permis de le comprendre, même si je ne mettais pas forcément ces mots-là dessus à l'époque. T'arriverais je trouve ça hyper intéressant. Moi, je n'ai jamais testé. Et j'ai eu une période de ma vie où c'était comme quelque chose qui m'intéressait bien. Et du coup, t'arriverais à verbaliser un petit peu le pourquoi ce lien-là, tu vois, entre le fait de prendre des substances psychées et du coup de faire un rapport avec la spiritualité, le Dieu intérieur et tout ça. Parce que pour moi, tu vois, tu me dis j'ai pris des champis, je fais ok, t'as eu des hallucinations et voilà, ça s'arrête là, quoi. J'ai ce raisonnement un peu standard de en fait t'as juste vu des trucs surnaturels ou irréels et puis point. Mais toi t'en tires au final une conclusion que je trouve assez amusante, enfin pas amusante mais je trouve assez intéressante. Oui, mais en fait, je pense que beaucoup de gens pensent comme toi, effectivement. Et moi aussi, quand je suis allée vers ça, quand j'ai compris l'existence de ces trucs, je me suis dit, il faut absolument que je teste. Je sais pas pourquoi, il y a une force invisible qui m'a poussée à... et donc, je me suis créé un Erasmus aux Pays-Bas, tu vois, juste pour ça, au fond. Mais je l'avais pas dit officiellement, bien sûr. Alors, ta question est hyper intéressante. Donc, moi, c'est pareil. La première fois que j'en ai pris, je pensais que j'allais juste voir des éléphants roses, en fait. Ouais. Mais ce que j'ai réalisé en prenant, c'est que c'est pas tant ce que je voyais. Alors bien sûr, t'as des légères hallucinations visuelles, mais il faut prendre des doses vraiment importantes pour voir des éléphants roses. Des doses où, franchement, moi, je préfère éviter d'aller. Parce qu'il faut savoir que c'est très important de maîtriser quand même la dose que tu prends, surtout quand t'en prends pour la première fois, et l'environnement et l'état d'esprit. Voilà, ces 3 paramètres-là, ils sont vraiment essentiels à maîtriser. Sinon, après, on fait des bad trips, etc., bien évidemment. Ouais. C'est assez inévitable, en fait, si tu ne maîtrises pas ces 3 paramètres. Mais si tu les maîtrises, ça se passe très, très bien. Et donc, oui, donc, en fait, ce qui m'a frappé, moi, lors de mes premières expériences, c'est de voir que ce n'était pas tant ce que je voyais qui était incroyable, c'était la manière dont je réfléchissais, qui changeait complètement. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Et parce qu'en fait, ces substances-là, finalement, elles modifient ton activité mentale, tout simplement. Elles modifient tes neurotransmetteurs au niveau cérébral, donc ton activité mentale. Et le fait de modifier ton mental te fait prendre conscience de ton mental, en fait. Et tu réalises qu'en fait, tu peux vivre ta vie avec une autre manière de voir les choses, en fait. Et c'est de modifier ton mental qui t'en fait prendre conscience, en fait. Okay. Et en fait, la spiritualité, ce n'est jamais qu'arriver, enfin, selon moi, à prendre du recul par rapport à son activité mentale. Parce que quand tu enlèves le mental de l'humain, tout d'un coup, tu vois que tu es relié, en fait, à tout ce qui t'entoure, aux autres, etc. Et
Donc c'est une porte d'accès direct pour moi à l'expérience spirituelle, les substances psychédéliques. Donc champignons hallucinogènes, LSD, ayahuasca, ce genre de choses. Ouais. Que je mets pas du tout moi sur le même plan que des drogues type cocaïne, héroïne, etc. Et c'est bien dommage pour moi, je trouve qu'il y ait cet amalgame qui soit fait. Voilà, bref. En fait, ce que tu appelles, j'aime bien cette vision, ce que tu appelles ce Dieu intérieur, c'est d'une certaine manière ce qui te relie à tout ton environnement naturel, en fait, à toute la vie autour de toi, d'une certaine manière, si j'ai bien compris. Pour moi, Dieu, aujourd'hui, dans ma définition, peut-être qu'elle évoluera, hein, mais aujourd'hui, j'en suis arrivée à la définition que c'est la force invisible qui relie mes atomes entre eux. Voilà, c'est tout. C'est ça pour moi, Dieu. Et en fait, voilà, les psychédéliques te permettent de ressentir ça, mais il y a aussi d'autres pratiques qui permettent ça. Hein. Il y a le breathwork, hein, par exemple, qui est une pratique où tu modifies ton activité cérébrale par le souffle, en faisant des respirations en cycle fermé. Et ça permet également d'accéder à un autre niveau de conscience, tout simplement. Où tu es dans la conscience plutôt de tes atomes et plus dans ta tête. Tu changes d'échelle, en fait. Ouais, je connais aussi pas mal de gens qui, justement, se tournent vers la méditation ou ce genre de pratique pour voir. Effectivement, c'est vraiment ça, c'est vraiment le terme utilisé, c'est une question de niveau de conscience et juste de se refocaliser sur son corps. Et déjà ça, je trouve que ça permet moi j'ai vraiment ma première qui m'a marqué, c'est ma première expérience de méditation. C'est tout con, mais j'étais dans ma chambre étudiante à Paris. Alors je sais plus comment je m'étais lancé là-dedans, mais je me suis dit, il faudrait que si, c'est parce que j'avais vu un TEDx, tu sais, c'est les conférences où t'as des gars qui font des petits pitchs assez rapides pour expliquer quelque chose qu'ils ont découvert. Et le gars parlait de la méditation, mais avec un esprit très pas très cartésien, mais très système. C'est-à-dire, ça permet d'être plus efficace, ça permet d'alléger l'esprit. Donc après, au travail, vous avez moins d'embrouilles et tout, vous êtes plus concentré. Donc je me dis, c'est chouette, moi qui suis dans mes études, tu vois, c'est le truc, ça va me permettre d'augmenter mes performances. C'est le truc de la performance, quoi. Et genre, je lance une vidéo YouTube de méditation et la vidéo durait un quart d'heure. Et en fait, naturellement, j'étais en lecture automatique. Et donc, naturellement, il y a eu 3 vidéos qui se sont enchaînées. Donc, j'y suis resté, je pense, 1 heure devant mon ordi. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me dis, c'était un quart d'heure chouette, quoi. Et j'ouvre les yeux, je fais, putain, j'ai passé 3 vidéos. Et je m'en étais absolument pas rendu compte. Le temps avait vraiment, passé avec une dimension tout autre, quoi. D'une manière complètement différente. Et c'était vraiment une expérience qui m'a marqué. Et après, je suis resté dans cette idée de vouloir, effectivement, se reconnecter à son corps, à ses sens, en fait, à ses émotions. Et effectivement, se déconnecter un peu du mental. Et se rendre compte, comme tu disais tout à l'heure, se rendre compte que vraiment il y a ce mental et que c'est pas l'unique chose dans le corps et il y a pas que ça qui pilote, quoi. C'est Exactement. Un des éléments, mais il y a plein d'autres choses autour. Exactement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que la perte de notion du temps, tu l'as beaucoup aussi dans les expériences psychédéliques, justement. Et mais parce qu'en fait, c'est le mental qui crée ta notion du temps. Le passé, le présent, le futur, en fait, dès que tu sors du mental, il n'y a plus ce truc-là. Et du coup, c'est pour ça aussi. Mais c'est trop marrant, ton expérience, en tout cas. Ouais. Et puis, je me souviens aussi, là, Bruno, qui m'a un petit peu accompagné là, sur le lieu et qui me rappelait, qui me verbalisait que l'inconscient n'a pas de notion du temps, en fait. C'est le conscient qui a la notion du temps, mais l'inconscient, lui, est toujours dans le présent. Et après, ça boucle sur tous les traumatismes, on va pas s'étaler là-dessus, mais effectivement, c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte tant qu'on se penche pas un petit peu dessus, et surtout d'à quel point ça a un impact sur notre quotidien. Alors, on va faire une petite pause musicale avant de parler un petit peu du collectif Mouvementé. Alors, c'est toi qui nous as proposé Joe le Panic, Instacrush. Joe la Panique, pardon. Instacrush. Alors, pourquoi ce choix ? Qui est Joe la Panique ? Oui, alors, écoute, c'est juste un petit coup de cœur de ces derniers mois. Et je trouvais que ça illustrait assez bien le genre de musique que j'aime bien écouter. Voilà, au niveau de l'ambiance du morceau. Après, moi, je suis pas beaucoup sur Instagram, donc c'est drôle parce que... Mais tu vois, cette nana qui est comme ça, qui se crée une histoire d'amour un peu fictive avec quelqu'un sur Instagram, ça me parlait quand même pas mal. Enfin, j'ai quand même été beaucoup comme ça à l'époque. Et puis, la nana, elle est de Montpellier en plus. Ok, donc, c'est local. Voilà, c'est frais, ça a un côté un peu autodérision. J'adore les morceaux où il y a une espèce d'ambiance un peu vintage, un peu légère, et des paroles un peu autodérision. Souvent, c'est sur ce genre de musique que j'accroche. Mais voilà, donc ça illustre un peu le genre de truc que j'écoute, tout simplement. Ok, et pour découvrir Claire, Joe la Panique, Instacrush. Tu veux bien sortir de ma tête. Tu veux bien sortir de mon tête.
pas fair play, c'est pas honnête. De toute façon, t'es pas réel. On se parle tard sur l'appli rose. On se parle tard, c'est qu'il y a quelque chose. On se fait des shootings en privé, ouais. Je rêve de toi en 720p. Je me fais du cinéma. Je me projette dans nos histoires. Tu sais, je m'y fais pas. T'attends quoi pour me voir? En fait, ce que je veux dire, c'est que, j'aimerais bien que... Tu veux bien sortir de ma tête. Tu veux bien sortir de mon tête. C'est pas fair play, c'est pas honnête. C'est pas fair play, c'est pas honnête. De toute façon, t'es pas réel. Après, ça fait que 2 jours que tu me sens vue. Fallait pas me parler de ta mère. Fallait pas te laisser me plaire. Maintenant, j'attendrai que tu m'aimes. Maintenant, j'attendrai que tu m'aimes. Mais si je like tes stories, c'est cramé en fait. J'attendrai que tu m'aimes. J'attendrai que tu m'aimes. J'attendrai que tu m'aimes. J'attendrai que tu m'aimes. Je veux pas que ça m'atteigne, mais je veux pas que tu me causes. Tu me retouches sur tes photos. Quand d'attaque tout est rose. Dans ma tête on est parfait. Y'a que dans ma tête qu'on est parfait. Je me fais du cinéma. Je me projette dans nos histoires. Je suis pas si idéale, mais tu veux pas le savoir. Tu veux bien sortir de ma tête. En fait, ce que je veux dire, c'est que... Tu veux bien sortir de mon tête. En fait, je sais pas si tu penses pareil que moi, mais... C'est pas fair play, c'est pas honnête. C'est pas fair play, c'est pas honnête. De toute façon, t'es pas réel. C'est toujours une excuse pour qu'on se voit pas, en fait. Fallait pas me parler de ta mère. Fallait pas te laisser me plaire. Maintenant j'attendrai que tu m'aimes. T'as vu les vidéos que chaque t'a envoyées? Maintenant j'attendrai que tu m'aimes. 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 J'aimerais que tu m'aimes. Vous êtes dans les chroniques d'un bifurqueur sur Radio Système et je suis avec Claire. Alors Claire, j'aimerais qu'on parle un petit peu du mouvementé. Alors c'est quoi le mouvementé? Ok. Alors, mouvementé, c'est ce qui nous a permis de nous connaître déjà, donc ça a le mérite déjà d'exister pour ça. Mouvementé, pour moi, c'est un regroupement de quelques citoyens qui ont une vision du monde un peu spéciale, un peu alternative, et qui sont réunis par ça, même si on est tous très différents. Moi, c'est ma vision, parce que je suis arrivée un peu dans le truc un peu plus tard, voilà. Peut-être que la vision des personnes qui étaient là au début est différente, mais moi je suis arrivée à un moment donc, de ce collectif-là. Donc il y a un collectif sur le territoire gardois, je le précise aussi, et qui regroupe donc des citoyens investis dans des alternatives locales, écolieux, épiceries solidaires, recycleries, etc. Avec cette idée, qui ont une vision du monde un peu alternative, du coup du fait de cet engagement-là, et qui ont envie de porter une vision et des actions communes sur le territoire, pour créer un futur qui soit, je dirais, souhaitable. Voilà. Ça s'est passé comment, toi, ton entrée dans le mouvement TSTR? Qu'est-ce qui t'a motivé à y rentrer? Comment ça s'est déroulé? Et puis, c'est quoi un peu les pensées que tu as peut-être eues au premier contact avec le collectif? Alors, en fait, c'est marrant parce que je me rappelle qu'au moment où je t'ai rencontré donc à Junas, il y a pile un an, ça fait pile poil un an, je t'ai parlé du fait que je cherchais à créer je cherchais à rencontrer des gens qui ont envie de créer de la résilience à l'échelle locale,
Et tu m'as parlé de ce collectif qui était en train de se créer, donc je me suis dit, mais banco, c'est exactement ce que je cherche. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose, et génial, il faut absolument que je rejoigne ce collectif. Donc tu as vraiment cette sensation de synchronicité, quoi. Parce que moi, ça faisait plus d'un an un an à peu près que je cherchais à faire ça. Et tu cherchais, entre guillemets, toute seule dans ton coin, ou tu cherchais déjà des initiatives, des gens qui pouvaient porter ce genre de projet citoyen engagé? Ouais, j'en avais parlé autour de moi, mais plutôt à Junas, du coup. Et dans le cadre du comptoir Junasol, dans lequel je suis bénévole depuis quelques années, mais j'avais pas trop d'écho, en fait, de la part des gens à qui j'en avais parlé. Et les gens n'avaient pas forcément le temps, pas forcément l'envie. Et là, voilà, c'est vrai que je me suis vraiment retrouvée dans ce que vous étiez en train d'essayer de créer. Toi, c'est quoi, à cette époque-là, ouais. C'est quoi les mots que tu mettrais sur le projet que tu voulais porter, l'initiative que tu avais envie de faire naître? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose, ou c'était juste déjà se regrouper avec d'autres citoyens qui ont un peu les mêmes idées, les mêmes valeurs, et qu'une émulation fasse naître quelque chose? Non, c'était vraiment ce qu'on est en train de faire, hein, c'est-à-dire il y avait deux volets pour moi. Il y avait le côté aider les gens qui se sentent impuissants dans leur coin tout seuls à comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, donc, et qu'ils ne sont pas impuissants, d'une part. Et puis, deuxièmement, cette idée à un moment donné, il faut qu'on soit des petits groupes et qu'on se penche sur ces notions de biens communs que sont l'eau, l'alimentation, l'habitat, l'énergie, la santé, et qu'on regarde ces sujets-là et qu'on se dise, ok, dans un futur qui serait pas forcément le même qu'aujourd'hui, comment on fait pour s'autonomiser un petit peu sur ces sujets-là, quoi. Voilà. Toi, ça te venait d'où cette préoccupation, ces questionnements, là, cette volonté d'engagement? Ça t'était venu comment? Eh bien, elle datait d'il y a à peu près un an, donc en fait de juin 2023, donc c'est pas énorme, hein. Moi, j'ai vécu une bonne partie de ma vie, donc là, tu vois, j'ai 40 ans aujourd'hui, donc ça veut dire que cette prise de conscience-là, je l'ai eue vraiment tard, hein. Et j'avais toujours été un peu une écolo tiède, je dirais, la nana qui achète du bio, qui va au boulot en vélo, voilà, sensible quand même à ces sujets-là, mais il n'y avait pas de réelle remise en question du système dans lequel j'étais, en fait. Et ce qui m'a amenée à remettre en question le système dans son entièreté et à comprendre que c'était plutôt le système lui-même qui était le problème plutôt qu'une histoire d'écologie et à comprendre que c'était pas une histoire de changement climatique mais plutôt une histoire d'effondrement du vivant en fait. Et ben ça, ce qui m'a amené à le comprendre, c'est le cheminement intérieur que j'ai fait. Parce que je crois pas qu'on puisse remettre en question le système qu'on a toujours connu si on s'est pas déjà soi-même remis en question. Enfin voilà, c'est ma vision des choses en tout cas. Et toi, ton cheminement intérieur, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure quand tu as commencé le développement personnel. Les deux bouts se rejoignent. Et tout ça, ouais. Ok, d'accord. Mais ouais, c'est ça. C'était ce questionnement au démarrage qui a été plutôt sur... mais qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je trouve du sens dans mon travail? Il y avait vraiment cette question aussi de la perte de sens au boulot, tu vois, qui était chez moi depuis un moment. Et tout ça a fini par converger par une prise de conscience de l'état dans lequel le vivant est aujourd'hui et la nécessité de commencer à faire des choses, mais au niveau local. Ouais. Voilà. Et ça a été un podcast d'Arthur Keller, hein, quand même, qui m'a mis le déclencheur, donc en juin 2023. Mais je suis pas tombée par hasard sur ce podcast. Voilà, à un moment donné, quand tu écoutes un podcast en rentrant du boulot qui s'appelle S'organiser face au chaos à venir, c'est que tu cherches un peu la petite bête, quoi. Déjà, oui. Donc voilà. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai une vision beaucoup plus apaisée des choses, où je suis plus dans le truc, le sentiment d'urgence, etc. Mais plutôt dans cette idée que c'est un cheminement qui m'amène de toute façon à... Je crois qu'on n'adhère jamais à un paradigme donné sans que ça nous arrange d'une certaine manière. Et je crois que moi, à ce moment de ma vie, j'avais besoin de me dire je remets tout en question, quoi. Voilà. Mais parce que ça me plaisait, ça m'arrangeait dans mon propre cheminement. Et oui. Voilà. Ça te permettait de sortir de ce cadre dans lequel tu t'étais enfermé et qui te convenait plus, quoi. Ça me permettait de me dire, finalement, si je touche plus mon petit salaire de cadre de grand groupe, c'est pas grave, puisque de toute façon, je me projette dans un monde où l'argent n'aura peut-être plus la même valeur très prochainement que ce qu'il a aujourd'hui. Tu vois, c'est un exemple, hein, mais en fait, ça te libère, ce genre de paradigme-là, quelque part. Et j'ai complètement la lucidité aujourd'hui de me rendre compte que si j'ai vraiment adhéré à fond à un peu tout ce qui est effondrement, collapsologie, c'est parce que j'avais ce besoin-là aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, je vois plutôt ça comme une opportunité d'aller à la rencontre de moi-même, tout ça. Et de devenir la personne que j'avais au fond de moi envie d'être, quoi. Voilà. Alors, le projet du Mouvementé, du coup, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est quoi ce projet un peu dans les détails, on va dire, de manière assez précise?
Eh bien, aujourd'hui, le projet du Mouvement T, mais il va sûrement évoluer après, mais il se cristallise autour de l'organisation d'un événement citoyen qui aura lieu le 1er novembre prochain, donc en 1er novembre 2025, dans les carrières de Junas, qui est un lieu qu'on a choisi parce qu'il y a une très belle symbolique autour de ce lieu, puisque c'est une ancienne carrière gallo-romaine, mais où le vivant a vraiment repris ses droits. Il y a des arbres qui poussent de partout, donc... Et c'est un endroit en plus où il y a vraiment la possibilité d'organiser un événement assez canon avec plein d'espaces différents. On est très soutenu en plus par la mairie de Junas par rapport à ça. Donc voilà, le lieu s'y prête super bien. Et donc cet événement, eh bien, il va vraiment répondre à ces 2 volets que j'évoquais tout à l'heure. Le côté créer de la convivialité, du lien entre des personnes qui aujourd'hui se sentent peut-être un petit peu isolées les unes des autres et impuissantes dans leur capacité à pouvoir agir à l'échelle locale et à reprendre un petit peu d'autonomie. Et puis des chantiers qui vont permettre vraiment de mettre les gens en relation les uns avec les autres sur des sujets donnés. Parce que quelqu'un qui s'intéresse au low-tech va pas forcément être intéressé par la permaculture ou, je sais pas, par exemple, par le photovoltaïque. Donc après, il faut que chacun puisse trouver des sujets qui l'intéressent vraiment et d'autres gens qui ont envie de faire des choses avec lui ou elle. Et il y a vraiment cette notion aussi d'écrire ensemble un autre récit, en fait. Je crois vraiment à cette notion de vision, en fait. On ne peut pas aller quelque part si on n'a pas déjà une vision. Moi, je l'expérimente vraiment à l'échelle déjà individuelle, mais tu peux pas te projeter vers quelque chose et atteindre quelque chose si tu n'as pas défini une vision. Voilà. Donc, il y a aussi ce volet-là qui sera important. Ça, tu l'expérimentes. Toi, tu dis tu l'expérimentes à l'échelle personnelle, cette notion de vision. C'est-à-dire, par exemple, à l'échelle professionnelle ou même sur le plan plus, je sais pas, perso, de ce que tu as réalisé. Comment tu le vis un peu de manière palpable? Eh ben, c'est un peu les deux, mais c'est cette idée que... Et tu vois, pendant des années, je n'aurais pas cru à tout ça. Enfin, je m'autorisais pas à le faire. Mais ma vie a commencé à changer il y a, tu vois, 2-3 ans, quand j'ai commencé à me poser avec moi-même et me dire mais qu'est-ce que je voudrais être dans 10 ans, dans 20 ans? C'est quoi la vision de moi que j'ai, vers laquelle j'ai envie de tendre? Et une fois que tu as défini ça, donc c'est un exercice super intéressant à faire, mais surtout en se censurant pas, vraiment en s'autorisant tout. Et après, ce que tu fais, c'est que tu cherches vraiment à te connecter à cette vision tous les jours et à te dire, mais dans telle situation, mais comment cette vision-là de moi que j'ai, elle agirait au quotidien? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle mange? Comment elle est avec les autres? Comment elle passe? À quoi elle occupe son temps? Et en fait, petit à petit, chaque jour, tu vas essayer de te rapprocher de cette vision-là et tu vas réaliser qu'en fait, tu es déjà cette vision de toi-même, puisque c'est toi-même que tu... Oui, que tu projettes dans l'avenir. Ouais. Et je crois que si collectivement, on arrive à se mettre d'accord comme ça sur une vision collective, eh bien, ça peut être le même mécanisme qui s'enclenche. Voilà. Mais, ouais, c'est la question d'écrire ensemble quelle société nous avons envie de devenir. Et du coup... Et comment on se comporte aujourd'hui, du coup, pour y aller, quoi. Oui, exactement. Derrière. Ouais. Ok. Et ce petit festival-là, il va se dérouler quand Alors, 1er novembre 2025. Ok. Et en attendant, est-ce qu'il y a des choses qui se déroulent ou... Alors, effectivement, donc en amont de ce festival, qui sera un peu le point d'orgue, mais le commencement finalement de quelque chose, il y a des projections de films chaque mois dans le territoire. On a choisi des films qui viennent soit interroger l'intériorité justement et le courage de s'engager et de suivre ses convictions, ou des films qui vont parler de solutions concrètes qui peuvent exister, je sais pas, par exemple sur les low-tech ou sur l'agriculture, pour donner aux gens, enfin le but in fine de tout ça, c'est de donner aux gens l'envie de venir à ce festival avec des idées et de rencontrer d'autres personnes pour créer des projets ensemble. Voilà. La prochaine projection, par exemple, c'est quoi et où, quand, comment? 22 mai à 20h au Vivier, à Aubé, nouveau tiers-lieu récemment créé à Aubé depuis 6 mois à peu près. Et le film s'appelle Vivre avec les loups. Et c'est un film où, au travers de cette histoire... alors moi, je ne l'ai pas vu encore le film, donc je ne peux pas beaucoup en parler. Voilà, je vais le découvrir à cette occasion. Mais l'idée, c'était d'interroger plutôt notre rapport au vivant. Parce que le rapport au vivant, c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître un peu déconnecté au départ mais en réalité, il est central dans toutes ces questions-là parce que c'est le changement de notre rapport au vivant
c'est de ce changement de rapport que va dépendre après tout le reste. Et c'est une vision beaucoup plus positive, en fait, de se dire on a envie de créer une société au service du vivant. C'est beaucoup plus positif que de se dire on a envie d'amortir les chocs à venir ou d'espérer un futur. Enfin, je trouve que c'est une manière aussi d'amener les choses positivement, en fait. Ouais, être dans une forme d'optimisme, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de bien, au lieu de se dire comment on peut éviter le pire, quoi. C'est ça, exactement. Et puis parce que moi vraiment j'ai la conviction que toutes les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui viennent d'un problème de rapport au vivant, mais au vivant d'abord à l'intérieur de nous. Le vivant à l'intérieur de nous, c'est nos émotions, tout simplement. Et l'humain a réellement un problème de rapport au vivant à l'intérieur de lui, et qui l'a amené après à créer tout ce cadre pseudo-sécuritaire autour de lui. Et tout ce système capitaliste n'est que le reflet de ça, en fait. Donc en fait, la manière dont on traite le vivant non humain autour de nous n'est que le reflet de comment on traite le vivant à l'intérieur de nous. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. En parlant de manière de voir, toi, du coup, on va revenir sur un petit peu toi plus personnellement. Donc pour ton futur, c'est quoi ta vision ? C'est quoi la Claire dans 2-3 ans, la Claire que tu as envie de devenir ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle mange ? Comment elle dort ? Alors, je me l'imagine, là tu vois, je suis en grosse transition de vie en ce moment, mais justement j'ai pas mal réfléchi à cette question, mais c'est assez clair dans ma tête. Donc au niveau professionnel, là je suis en transition, ce qui m'anime vraiment, c'est d'accompagner les autres dans justement à la reconnexion à soi et la gestion du changement. Et donc c'est à ça que je vais m'atteler là dans les prochains mois, les prochaines années. Et j'ai plutôt envie de le faire en équipe. J'ai pas envie d'être solopreneur, c'est pas un truc qui me plaît trop. Mais je veux le faire en équipe, donc je suis en train de poser les jalons pour ça. C'est-à-dire tu cherches des partenaires, des gens qui auraient envie de travailler avec toi ? C'est déjà le cas en fait, okay. Voilà. Et je vais le faire au travers, a priori, d'un bilan de compétences un peu différent, plutôt dédié aux femmes et qui met vraiment l'accent sur la reconnexion intérieure à soi et au ressenti corporel. Donc très différent des bilans de compétences qu'on peut voir actuellement. Parce que j'avais ce besoin, moi, d'avoir un cadre précis pour faire mes accompagnements et d'avoir cette possibilité pour les gens d'utiliser du CPF pour rendre justement l'accompagnement accessible au plus grand nombre, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, ça reste quelque chose d'assez élitiste. Voilà, donc c'est quelque part amener une autre vision du bilan de compétences pour des femmes qui seraient en perte de sens au travail. Donc, ce que moi j'ai été il y a quelques années en fait. Donc, l'idée de ce bilan de compétences que ça va chercher à apporter, c'est à se dire dans quelle pas branche, mais voilà, dans quelle fonction vers quelle fonction je pourrais me tourner professionnellement, ou se dire c'est plus quelque chose de personnel, de se dire finalement c'est quoi un peu mes atouts personnels, ou c'est un ensemble un peu de tout ça. En fait, ça porte super mal son nom parce que l'idée, c'est de se dire on va pas commencer justement à mettre le mental en premier. On va s'autoriser, le temps de cet accompagnement-là, on va s'autoriser ce qu'on ne s'est peut-être pas autorisé tout au long de sa vie, c'est-à-dire à écouter ses propres élans intérieurs. Parce qu'en fait, toutes les décisions importantes qu'on a prises dans sa vie, quand on arrive à un point finalement où on ne se retrouve plus, on se dit putain, ma vie me ressemble vraiment pas, c'est qu'en général, on a pris des décisions avec le mental. Là où on n'est normalement pas censé prendre nos décisions avec le mental, on est plutôt censé écouter nos ressentis intérieurs, justement. Mais on n'a pas été éduqué comme ça. Donc c'est vraiment l'idée que j'aimerais amener avec ces accompagnements-là. Et faire prendre conscience aussi à la personne, et ça pour moi c'est central, de ses forces et de ses talents innés. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de ça, et souvent on ne reconnaît pas tellement nos forces et nos talents, parce que comme on vit avec depuis toujours... On croit que tout le monde est comme ça, en fait. On ne voit pas nos propres forces, en général, nos propres talents. Toi, c'est quoi tes forces et tes talents? Ah non, mais je m'attendais pas, je voulais pas cette question. Non, parce que j'avais pas fini, mais bon, bref. Ok, allez, je vais répondre à ta question, mais moi, il y a des outils qui m'ont aidé à mettre des mots sur ça. Mais c'est, je crois que c'est la connexion à l'autre, c'est le rapport à l'autre et la capacité à voir en l'autre ce que lui ou elle ne voit pas encore, justement. Je crois que c'est vraiment ça et puis peut-être aussi une capacité à partager mon vécu, mes expériences d'une manière qui inspire les autres, je crois aussi, au travers de l'écrit, de l'oral, voilà. Donc je dirais que c'est ces deux, il y a quand même ça. Donc en fait il y a une belle
cohérence entre ce qui fait ta force et ce que tu as envie de partager à travers ton métier, en fait, à travers ta profession, d'être à l'écoute des autres et de leur faire prendre conscience, de les aider à prendre conscience de qui ils sont, de leurs atouts et de leurs avantages, quoi. Oui. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que tu vois, mon futur professionnel, je t'en ai parlé, donc je veux faire de l'accompagnement, mais 50% de mon temps, il sera dédié à mon propre cheminement, parce qu'en fait, tu peux pas accompagner les autres à cheminer. Tu peux pas dire aux autres, mais vas-y, dépasse tes peurs et écoute tes élans du cœur si toi-même tu le fais pas, en fait. Et donc, tu es obligé de dédier une bonne partie de ton temps à ton cheminement. Et moi, mon cheminement, il est d'aller sur ces sujets de mode de vie alternatif et de me déconditionner d'un certain nombre de choses. Voilà, tout ce que je fais, plus dans le cadre notamment aussi de mouvementer, etc. Et donc vraiment, voilà, je vais pas négliger cette partie-là parce qu'elle vient nourrir mes accompagnements. Et ça, c'est une partie, donc ça va être quoi? Ça va être de la lecture, ça va être des immersions dans des milieux particuliers, ça va être des volontariats, ça prend quelle forme? C'est diversifié, ou des vidéos, des films? Tu vois, c'est comment tu nourris cette partie développement de mon propre potentiel, en fait. Ouais. Et c'est quand même principalement de l'exploration avec tout mon être et pas seulement le mental, justement. Okay. Je sens que c'est comme ça que j'apprends le mieux, c'est quand je vais m'immerger dans... Alors que j'ai longtemps pensé que j'étais une fille assez intello et c'est drôle, hein, quand même. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Je sais pas. Que t'étais bonne à l'école, oui. Et du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Et tu vois, et là, je réalise que non, en fait, que c'est plutôt la vraie vie qui m'apprend, en fait. Et... Ceci étant, je passe quand même beaucoup aussi de mon temps à explorer des outils de connaissance de soi. Je les applique à moi-même et je vois pas le temps passer quand je fais ça. J'écoute des milliards de podcasts, je lis des bouquins, des trucs comme ça. Mais j'ai pas l'impression de me forcer à le faire. C'est des choses qui se font... Mais encore une fois, je teste d'abord sur moi, j'expérimente. Et après, ça me fait de la connaissance que je peux utiliser aussi avec les autres. Voilà. C'est au final, moi, je me disais, quand tu l'évoquais, je me disais, ça boucle un petit peu avec... ça rebondit sur quelque chose d'assez logique, même dans le sens un peu rationnel. Je veux dire, c'est-à-dire, tu peux pas être prof si t'as pas toi-même un peu creusé les sujets que tu vas enseigner à tes élèves. Parce que si tu te cantonnes à ce qui est écrit dans le livre et que t'as pas creusé un peu plus, dès qu'on va te poser une question, tu vas être perdu. Enfin, je trouve ça absolument essentiel même d'entretenir cette dimension d'apprentissage permanent pour pouvoir être un pédagogue aguerri et compétent, quoi. Ouais, complètement. Mais au-delà de ça, aussi le vécu, quoi, en fait, le cheminement personnel. C'est ça que tu viens... En réalité, ce que les gens viennent chercher quand ils viennent se faire accompagner par toi, c'est ton cheminement. C'est pas tes outils, en fait. Mais ça, tu t'en rends compte après. Claire, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir ici. Pour cadrer un petit peu, tout à l'heure nous avons parlé de champignons hallucinogènes. Évidemment, c'est à prendre dans un cadre si vous le faites, même si c'est pas légal en France. Si vous le faites, c'est vraiment un cadre très sécurisé. Faites très attention à vous, bien entendu. C'est pas quelque chose qu'on prend comme ça pour s'amuser. C'est vraiment une expérience en soi et c'est quelque chose qui demande presque un accompagnement. Et Claire pourrait vous le dire, elle est disponible. Non, je rigole. Écoute, merci beaucoup, merci à nos chères auditrices et auditeurs. Ça va être la fin de ce 5e épisode des Chroniques d'un bifurqueur. Et on va se quitter en musique avec Claire. C'est quoi la pause musicale la clôture musicale qui nous attend? Alors j'ai choisi un morceau assez osé, assez olé olé, parce que c'est aussi une facette de moi. D'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurie Darmon. Parce que ce que j'adore chez elle, c'est ça, justement, c'est une nana qui a pas peur de, d'aller dans l'intensité, dans l'émotionnel. Elle a ce côté pas très lisse qui me plaît vachement et dans lequel je me reconnais aussi d'une certaine manière. Elle joue avec les mots, elle a beaucoup de poésie. Voilà, donc là j'ai choisi son morceau peut-être le plus osé, hein, mais en fait j'aime toutes ces chansons. Ça s'appelle Extase et ça parle du plaisir féminin et je trouvais quand même que c'est pas un sujet qu'on aborde souvent dans la musique, donc voilà. Effectivement, et même peut-être même dans le quotidien de manière générale. Un dernier petit rappel, jeudi 22 mai, 20h au Vivier à Aubais, projection du collectif Mouvementé du film Vivre avec les loups, avec l'intervention dans le débat de Oksana Grant, qui est doctorante en écologie et qui apportera ses lumières de scientifique. Allez, bonne écoute de Laurie avec Extase. Doucement, 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 doucement. Décroche, décroche, décroche.
c'est pas tout à fait ici mon ange. C'est plus à 10h10 qu'à 9h15. Faut le penser plus précisément comme à losange. Dans chaque point de pique tant qu'il est temps que tu te venges. Mais bon c'est toujours pas ça mon amour. T'es juste maladroit, ça devient lourd. Y'a quelque chose qui vient passer peut-être un peu court. Mais je te rassure pour aller là j'ai trouvé d'autres recours. Il y a des corps qui me rassurent. J'y vois des formes et je devine quelques tartines et de la confiture. Il y a des mélodies qui me procurent de tout petit fantasmes, c'est l'extase. Il y a des corps qui me rassurent. J'y vois des formes et je devine quelques tartines et de la confiture. Il y a des mélodies qui me procurent de tout petit fantasmes, c'est l'extase. Insiste. Vas-y. Insiste. Et c'est encore une fois. Encore. Bah ouais, vas-y, encore une fois. Essaie. Délicatement, délicatesse. Pas trop poliment, pas de politesse. Minutieusement, le doigt est minutieux. Délicieusement, la bouche est délicieuse. Malicieusement, le regard malicieux. Pas langoureusement, aucune longueur tolérée. Mais pas trop directement, pas de mauvaise direction.